Bonjour. Voici la deuxième partie de mes rencontres avec des êtres du temps spatial. Cela va vous donner une idée sur le type d'informations que je reçois en provenance de ces êtres du temps spatial. Voici ce que l'un d'eux m'a dit durant une sortie en physique. Vous êtes chanceux, vous, les terriens. Les terriens sont les habitants de la zone de création qu'on appelle la Terre. Vous avez une matière atomique pour explorer l'espace et un corps astral pour voyager dans vos mémoires. Vous devez savoir que l'astral est la banque mémorielle localisée dans la deuxième dimension du spatio-temporel. C'est pour cette raison que vos rêves sont en 2 dimensions et c'est seulement au réveil, lorsque la conscience se projette dans la matière atomique, que le cerveau va transposer votre rêve en 3e dimension dans votre réalité de 3e densité. C'est comme un téléviseur 3D là, qui transpose une séquence visuelle de 2D à la 3D. Les sorties en physique ou en astral sont en 3 dimensions, car la matière de 3e densité est consciente de la sortie en physique ou en astral et votre cerveau recompose immédiatement vos sorties avec la perception de la 3e dimension. En un mot, vous rêvez sur un écran translucide mémoriel en 2 dimensions et votre cerveau, à votre réveil, va transposer votre rêve en 3 dimensions, dont l'espace fait partie de la 3e densité. Tu sais, là il s'adresse à moi, que l'espace appartient à la 3e densité du spatio-temporel, le temps événementiel appartient au temps spatial de la 4e densité, et l'espace et le temps événementiel sont contenus simultanément dans le monde éthérique de la 5e densité, là où réside justement la matière de 5e densité de ton double éthérique. Vous, les terriens, vous êtes des êtres multidimensionnels et multitemporels qui possèdent la faculté d'aller sur plusieurs plans avec des différentes matières, aussi bien avec le temps chronologique de l'espace que le temps événementiel du temps spatial, ce qui fait de vous des êtres qui ont la faculté de traverser l'horizon des événements. Eh bien, comme vous pouvez voir, cette information ouvre une porte sur la réalité de l'humain dont il ignore la connaissance de l'astral et ses propres possibilités qu'il possède ici dans sa réalité actuelle. Dans une autre sortie en physique, voici ce qu'un être du temps spatial m'a dit au sujet de l'inversement des pôles terrestres. Vous parlez souvent de l'inversement des pôles, mais en réalité, ce n'est pas seulement un inversement des pôles, c'est aussi un basculement d'énergie qu'il s'agit car l'un ne va pas sans l'autre dans votre monde de 3e densité. La perception que vous avez, c'est la vision de l'espace. Donc, vous voyez l'espace qu'il y a entre vous et les objets ou les autres personnes qui vous entourent. En quelque sorte, vous vous déplacez dans l'espace vers ces objets ou vers les personnes que vous percevez près de vous. En tous les cas, c'est l'illusion que vous avez de votre déplacement dans l'espace. Mais de quoi est composé d'après toi cet espace? Là, il s'adresse à moi. Il faut que tu comprennes que
Cet espace est composé d'énergie, et plus précisément d'énergie électromagnétique. Et c'est l'énergie électromagnétique qui donne la densité à l'espace. Vous, les terriens, savez que l'énergie électromagnétique possède deux polarités. Une polarité qui est positive et l'autre polarité qui est négative. Donc, lorsque vous dites qu'il y a basculement des pôles terrestres, que veut dire réellement cela? Ça veut dire qu'il y a aussi un basculement d'énergie. Et vu que l'énergie électromagnétique est imbriquée dans l'espace, cela veut dire également que tout bascule en même temps, énergie et espace. Lorsqu'il y a basculement de cette énergie, ce n'est pas seulement ces pôles qui basculent, mais c'est l'énergie elle-même tout entière qui bascule, entraînant avec elle l'espace. Ce qui veut dire que l'énergie électromagnétique qui est imbriquée dans l'espace laisse sa place à l'énergie électroplasmique qui, elle, est imbriquée dans le temps horizontal événementiel. Comme l'énergie électromagnétique donne la densité à l'espace, l'énergie électroplasmique, tant qu'à elle, donne la densité au temps horizontal, qui est de nature événementielle. N'oublie pas, là il s'adresse également à l'humain sur Terre, n'oubliez pas, que le temps linéaire chronologique que vous connaissez actuellement ici dans votre zone de création est illusoire et n'a aucune densité, car c'est un temps psychologique, alors que l'espace, tant qu'à elle, lui, dû à l'énergie électromagnétique, lui donne une densité. Lors d'un basculement d'énergie, que les terriens identifient souvent à un basculement des pôles, ça ne suffira pas simplement d'inverser la polarité électrique pour faire repartir de nouveau vos appareils électriques. C'est tout un système d'énergie qu'il faudra reconfigurer pour le fonctionnement des appareils électriques que vous connaissez aujourd'hui. Car l'énergie électromagnétique sera remplacée par l'énergie électroplasmique et tout ce qui fonctionnait avant avec l'énergie électromagnétique ne fonctionnera plus avec l'énergie électroplasmique. De surcroît, l'énergie électroplasmique ne fait pas partie de la densité de l'espace, mais fait partie intégrante de la densité du temps horizontal de nature événementielle. Le temps linéaire de nature chronologique que vous connaissez présentement n'existera plus. Donc, comme tu peux voir, l'humain va se déplacer dans le temps au lieu de se déplacer dans l'espace. Et l'énergie électroplasmique sera la nouvelle composante énergétique au lieu de l'énergie électromagnétique qui est la composante énergétique actuelle. Cela va entraîner de nouvelles technologies qui vont être mises à la disposition des humains. Rappelle-toi que l'espace, on choisit un endroit, mais dans le temps, on localise un lieu. Les deux composantes, c'est-à-dire le temps événementiel et l'énergie plasmique, seront imbriquées l'une dans l'autre comme l'espace et l'énergie électromagnétique le sont actuellement. Lorsque vos scientifiques ont observé un changement de polarité planétaire dans le passé, ce n'est pas seulement la polarité de l'énergie qui s'est inversée, mais c'est un basculement d'énergie au complet qui s'est modifié, prenant la place de l'ancienne énergie. Ce que les terriens doivent savoir, c'est que l'énergie électroplasmique possède trois polarités, positive, négative et neutre, alors que l'énergie électromagnétique, comme vous savez, possède tant qu'à elle deux polarités, c'est-à-dire positive et négative.
Au niveau du courant électrique, le fil neutre est considéré comme le retour de courant électrique alternatif. Donc, il ne faut pas le confondre avec le fil de la mise à la terre. Donc, l'extratemporel continue de me dire. Bon. L'énergie électroplasmique prend son appui sur 3 pôles, alors que l'énergie électromagnétique prend son appui sur 2 pôles. Il faut savoir également que la mise à la terre n'est pas une polarité. Il ne faut pas confondre également les phases, c'est-à-dire 1, 2 ou 3 phases, car elles correspondent à la distribution du courant électrique. Que ce soit 1 ou 2 ou 3 phases, elles sont prises sur 2 pôles positifs et négatifs. Alors, je lui ai demandé, que devient l'humain dans tout ça? L'humain peut travailler sur une nouvelle technologie pour adapter de nouveaux appareils à sa nouvelle condition de vie. Mais il ne peut pas reconfigurer lui-même la réinitialisation de son cerveau. Ce sont ses propres forces qui sont au-dessus de lui qui vont se charger de ce travail. Une nouvelle programmation neuronique pour une nouvelle condition de vie. Voilà. À la lumière de cette rencontre, faut-il voir le début de la 6e race racine neuronique? Il faut se rappeler que nous possédons une matière électroplasmique qui fait partie de la 6e race racine de l'humain, alors que notre matière atomique, tant qu'à elle, fait partie de la 5e race racine neuronique de l'humain actuel. Présentement, nous entrons petit à petit dans la sous-race de la 6e race racine neuronique, en même temps que nous entrons présentement dans l'ère du Verseau. Ce n'est pas une nouvelle aventure qui va commencer, mais c'est la même aventure qui va se poursuivre tout simplement. Pour ceux que les races racines neuroniques intéressent, voici ce qui m'a été dit durant une de mes sorties en physique. Présentement, vous êtes au début de la 6e race racine neuronique, qui correspond au début d'un nouveau cycle, identifié actuellement par l'entrée dans l'ère du Verseau. Vous êtes en quelque sorte présentement au début de cette sous-race neuronique. Votre matière atomique appartient à la 5e race neuronique, mais votre matière électroplasmique, tant qu'à elle, appartient à la 6e race racine neuronique. Donc, vous vivez présentement la fin de la 5e race racine neuronique qui correspond à la fin du cycle actuel. L'interconnexion de votre matière atomique de 3e densité avec votre matière électroplasmique de 4e densité va constituer le début de la sous-race de la 6e race racine neuronique. Suivra par la suite le greffage de la matière électroplasmique à votre matière atomique. Le greffon des 2 matières débutera par la chaîne d'ADN et se poursuivra par la suite aux organes principaux de la matière atomique. La 6e race racine neuronique prendra définitivement racine lorsque votre matière atomique sera fusionnée avec votre matière électroplasmique. Rendu à cette étape, le carbone et la silice, qui constituent la principale composition de la matière atomique, sous la fusion avec la matière électroplasmique, l'humain possédera une matière de cristal diamanté, car le carbone sous la pression de la fusion deviendra du diamant et la silice sous la pression de la fusion deviendra du cristal. Il ne faut pas oublier également que notre matière atomique, qui est composée de 80% d'eau, et que l'eau est considérée souvent comme du cristal liquide. D'après les êtres du temps spatial, nous vivons présentement, sans nous en rendre vraiment compte, le début de notre transformation cellulaire de notre matière atomique.
Voici une information que j'ai reçue durant une de mes sorties en physique qui m'a rendu un peu perplexe. Votre matière atomique est conçue pour vivre dans 3 mondes simultanément et avoir la perception de ces 3 mondes que vous côtoyez. Mais voilà, vous avez été enfermé dans un 4e monde à votre insu et coupé du premier monde qui vous permettait de cohabiter avec le 2e et le 3e monde. Originalement, votre zone de création était l'endroit qui vous permettait d'explorer la matière sous tous ses angles. Mais vos faux maîtres ont fait de la matière un monde, où on vous a enfermé psychologiquement, créant ainsi un 4e monde juste apposé aux 3 autres mondes. Ce qui fait que vous côtoyez 4 mondes simultanément sans vous en rendre compte. Alors je lui ai demandé que sont ces mondes que nous côtoyons simultanément, que je lui ai demandé. Bien, c'est le monde de l'espace multiple qui vous permet d'avoir des endroits pour vous déplacer, le monde du temps qui vous permet de céduler un lieu événementiel, le monde de la lumière qui vous permet de voir l'invisible de ce qui vous entoure et le monde de la matière qui meuble votre environnement, le tout formant ce que vous appelez le spatio-temporel. Lorsque vous avez été enfermé dans le monde de la matière, vos geôliers vous ont coupé du premier monde, le monde à multiples espaces, en vous empêchant par la même occasion d'avoir accès au 2e et 3e monde. Alors, j'ai demandé comment ont-ils fait? En instaurant tout simplement un champ de profondeur qui remplaçait scientifiquement la perception de l'espace. Ainsi, l'humain fut coupé psychologiquement des 3 autres mondes, le monde de l'espace multiple qui vous permettait d'avoir des endroits pour se déplacer, le monde du temps qui vous permettait de céduler un lieu de déplacement et le monde de la lumière qui vous permettait de voir l'invisible de la matière qui vous entourait afin de l'explorer. Mais au lieu d'explorer l'invisible de la matière, vous avez été enfermé dans un monde de matière et ainsi coupé des 3 autres mondes dont vous faites partie simultanément. C'est pour cette raison que la conscience d'aujourd'hui, c'est pour cette raison que la science d'aujourd'hui vous dit qu'il n'y a que la matière qui existe. Car le monde de la matière est le monde le plus bas en vibration, comparativement au monde de la lumière qui est le monde le plus haut en vibration que vous pouvez côtoyer. Donc, si je comprends bien, nous avons une matière atomique conçue pour cohabiter simultanément dans 3 mondes différents. Et ainsi, il faudrait replacer la matière là où elle devrait être, c'est-à-dire comme sujet d'exploration. Il faut changer sa perception de la vérité pour pouvoir changer sa réalité. Durant une sortie en physique, mon contact du temps spatial me faisait remarquer la chose suivante. Au début, les Québécois étaient une nation, la nation québécoise. De nation, les Québécois ont été rétrogradés et sont devenus un peuple, le peuple québécois. De peuple, les Québécois ont été rétrogradés de nouveau par la suite au niveau d'entité, l'entité québécoise. Tu sais, n'est-ce pas, qu'une entité est invisible à tes yeux matériels, m'a-t-il dit. Donc, la question que tu dois te poser, c'est pourquoi on veut faire disparaître les Québécois, en quelque sorte les rendre invisibles. La méthode qu'ils ont utilisée pour la disparition de l'entité québécoise est l'immigration de masse
qui noie les Québécois dans un flot de migrants revendiquant leurs droits et leur culture au détriment de la culture et des droits légitimes des Québécois eux-mêmes. Tu sais, la France, elle aussi, est noyée dans une marée de migrants noyant leur culture et leur langue maternelle pour la disparition de leur propre culture et du français comme langue première. La similitude entre les Français de France et les Québécois francophones est naturellement la langue française. Alors, la question que tu dois te poser maintenant, c'est pourquoi veut-on faire disparaître la langue française? Que représente le danger de la langue française pour les maîtres du monde? N'oublie pas que, sur les pierres de Georgia Gidstone, le français brille par son absence. Le français est quand même actuellement une langue importante parlée dans le monde, comparativement à certaines langues écrites sur ces pierres qui ne sont plus parlées présentement. Personne dans ton monde ne semble se poser la question sur l'absence du français sur ces pierres. Que représente le danger des Québécois et de la langue française pour les maîtres du monde? À toi qui es Québécois et aux Français de vous poser cette question maintenant. Donc, je me suis posé la question suivante, à savoir s'il y aurait une autre force à l'œuvre qui est l'auteur de ces inscriptions sur les pierres et qui ne sont pas nécessairement les maîtres du monde. Une réponse possible à l'absence du français sur les pierres de Georgia Gidstone est peut-être la suivante. Si vous regardez bien ces pierres, vous remarquerez que plusieurs langues qui sont inscrites ne font plus partie aujourd'hui du langage courant, donc elles sont en quelque sorte des langues mortes. Et ce n'est pas tout. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces pierres ont l'apparence de pierres tombales. La première inscription nous dit qu'ils veulent réduire la population mondiale à 500 millions d'individus. Sur une pierre tombale, habituellement, on inscrit le nom du défunt. Mais là, ce n'est pas possible de marquer les noms des personnes qu'ils veulent éliminer. Alors, ils ont marqué la langue que ces personnes parlent, dont ils veulent faire disparaître. Donc, vu que le français ne fait pas partie des langues inscrites sur les pierres, j'en conclus qu'une bonne partie des personnes parlant le français et probablement quelques autres langues qui ne font pas partie de l'inscription sur ces pierres ne sont pas ciblées pour la disparition programmée. C'est pour cette raison que j'ai l'impression que ce n'est peut-être pas l'œuvre des maîtres du monde qui ont gravé ces inscriptions sur ces pierres. Il y a deux forces qui s'affrontent présentement pour que l'humain soit éternel. Une force se reflète dans l'humain-machine pour la matrice artificielle et l'autre force se reflète dans l'humain-esprit pour la matrice originelle. La première, c'est-à-dire l'humain-machine, c'est l'humain augmenté au niveau informatique de l'intelligence artificielle robotique. Et la seconde, c'est-à-dire l'humain-esprit, c'est l'humain augmenté au niveau psychique de l'intelligence originelle de la source. D'après vous, quelle est l'autre force qui s'oppose au maître du monde? C'est peut-être un signe de la régie planétaire à notre intention, en opposition au maître du monde pour le basculement d'énergie. En tous les cas, c'est le début d'une réponse à l'absence du français sur ces pierres. Dans une autre sortie en physique, une extratemporelle m'a posé la question suivante. Pourquoi ce n'est jamais la conscience
ce n'est jamais l'esprit, ce n'est jamais l'ego, mais c'est toujours l'âme qu'on vend au diable. Tu sais que l'âme n'appartient pas au diable, n'est-ce pas? Car si elle lui appartenait, l'humain ne serait pas obligé de la lui vendre. Donc, pourquoi l'humain peut lui vendre son âme? Se pourrait-il que l'humain vend au diable quelque chose qui n'existe pas réellement? Ce ne serait qu'une histoire créée de toutes pièces par les différentes religions. C'est comme la dette gouvernementale que les terriens doivent rembourser et qui en réalité n'existe pas, car elle est créée de toutes pièces artificiellement. Donc, vendre l'âme au diable, c'est lui vendre quelque chose qui en réalité n'existe peut-être pas, et par la suite, le diable se sert de cette supercherie pour mieux manipuler l'humain pendant son vivant et également après sa mort. Tu sais, n'est-ce pas, que la vie ne peut pas exister sans la mort et que la mort ne peut pas exister sans la vie. Les deux sont intimement liés. Donc, la vie et la mort sont deux polarités d'une énergie, de la même énergie, et tu dois posséder les deux simultanément, car c'est ça l'immortalité de l'être. C'est de cette manière que tu peux sortir de la matrice artificielle à inversion totale. N'oublie pas, je t'ai déjà dit que ce n'est pas l'âme qui se réincarnait, mais c'est bien l'ego qui subit les réincarnations successives. Par la même occasion, qui est vraiment ce personnage qu'on appelle le diable? Eh bien, après cette rencontre et dans le même ordre d'idées, j'ai eu cette réflexion. Dieu créa-t-il vraiment l'homme, comme raconté dans la Bible? C'est peut-être une histoire afin que l'homme puisse créer Dieu à son tour. Qui sait? Eh oui, on pourrait dire que ça, c'est une autre histoire. En tous les cas, une bonne réflexion s'impose. Il ne faut pas confondre non plus l'âme et le corps astral. Ce n'est pas la même chose. Voici la question que j'ai posée un jour à mon contact que je rencontre le plus souvent durant mes sorties en physique. Parle-moi de la lumière versus l'énergie. Sa réponse était un peu déroutante. La matière absorbe et réfléchit la lumière. Plus la lumière brille et plus les ténèbres environnantes sont denses. Car la lumière repousse les ténèbres. Il faut connaître au lieu de croire, car l'humain est exilé dans une zone de création planétaire et rendu maudite par manipulation, c'est-à-dire une zone de création devenue non conforme à sa divinité et exploitée à l'échelle cosmique. Alors, il faut obtenir la connaissance par le savoir qui projette la lumière et non pas la croyance qui obscurcit la connaissance. Au sujet de l'énergie, sais-tu par exemple que la douleur n'est pas la preuve de l'existence de la matière, mais c'est la preuve de l'existence de l'énergie? Car ce qu'on ressent n'est pas de la douleur, mais c'est l'onde de choc de l'énergie électromagnétique qu'on identifie à la douleur. Prends par exemple le terme sanskrit Kundalini, qui est la transmutation alchimique de la circulation d'énergie tellurique, biologique et cosmique entre les centres énergétiques connus comme étant les chakras, entraînant une régénération physique. Porter son attention sur la circulation de la Kundalini du bassin vers la tête fait remonter l'énergie des émotions à la surface. Pour ce faire, il faut porter plutôt son attention sur la Kundalini en utilisant le chemin supramental, c'est-à-dire que l'énergie doit circuler de la tête vers le bassin
et non l'inverse. De cette manière, la circulation énergétique entre les deux pôles du corps humain aligne les centres énergétiques et amène un développement des capacités suprapsychiques. Ainsi, une transmutation prend sa source dans le cœur et plus précisément dans l'atome étincelle, c'est-à-dire dans l'atome premier qui est au centre du chakra cardiaque où se trouve le trou noir de notre galaxie intérieure. L'amour serait donc l'énergie de la force électromagnétique originelle, c'est-à-dire la force électrique et magnétique qui assemble les particules élémentaires polarisées. Mais attention, l'énergie de cette force étant polarisée a aussi ce contraire, la haine, qui divise ces mêmes particules élémentaires polarisées. Eh bien, comme vous pouvez voir, la réponse était plus axée sur l'énergie que sur la lumière. Donc, pour ce qui est de la lumière, je me suis dit que ce sera peut-être pour la prochaine rencontre, pour une prochaine rencontre. On dit souvent que tout est enregistré dans les archives éthériques. Durant une de mes sorties en physique, j'ai demandé en quoi consistait le processus de cet enregistrement. Voici la réponse que j'ai reçue. Je vais utiliser l'exemple d'un seau que tu connais bien. Le seau est la partie physique, comparable à la matière atomique. Le symbole du seau est la partie énergétique, comparable au corps physique ou, si tu aimes mieux, au corps électromagnétique. L'empreinte du seau laissée sur une feuille de papier est comparable à l'empreinte éthérique laissée dans l'éther par le double éthérique. Voici maintenant comment l'être humain enregistre une information passée, présente ou future dans les archives éthériques constituant le grand livre universel. L'intention suivie de l'attention se traduit par une tension émotionnelle qui s'inscrit comme une empreinte dans l'éther, accessible par la suite par le pointeur du présent, donc la conscience. Peu importe que cela fasse partie du passé ou du futur, car la conscience étant hors temps et espace, a toujours accès à cette information et la transpose toujours au présent, car la conscience étant le pointeur du présent. Comme je peux voir, cela ressemble assez à l'information qui est enregistrée dans l'ADN des archives cellulaires. Maintenant, je vais vous donner un petit aperçu des conversations que j'ai quelquefois avec des aides du temps spatial durant une sortie en physique. J'ai demandé à mon contact habituel de me parler de la structure de l'information qu'on reçoit habituellement du monde invisible. Je crois que je n'aurais pas dû poser cette question, tellement que la réponse semble compliquée. L'information est la formation de l'informe. L'information vient de l'astral et la formation de l'informe vient de la source. C'est la formation de l'informe de la matrice originelle qui a été inversée en information, c'est-à-dire l'informe de la forme dans la matrice artificielle. Cela veut dire que la source t'informe sur ce qui est informe et que l'astral te désinforme sur ce qui est une forme. Tu dois quand même continuer à utiliser ce terme, me dit-elle, car les deux principes de ces deux matrices sont contenus dans le mot « information ». En un mot,
l'informe de la forme fait partie de l'invisible et que la formation de l'informe fait partie du visible. Comme vous pouvez voir, quelquefois j'aurais besoin qu'on me fournisse un décodeur pour décoder justement l'information que je reçois. Voilà. Cela termine la deuxième partie de mes rencontres avec des êtres du temps spatial. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et que vous serez au rendez-vous pour d'autres sujets d'information à venir. Je vous dis donc à la prochaine.